Bonjour, donc oui, je suis Maxime Juméchien, je vais vous présenter un travail qui est encore en cours, que j'avais réalisé en collaboration avec pas mal de chercheurs que vous voyez ici, qui sont principalement au laboratoire BESEF du CIRAD et laboratoire AMAP qui fait partie justement du LabEx Célèbre. Alors, du coup, cette présentation va viser à essayer de montrer des travaux où on essaye de comprendre si on peut prédire vraiment la distribution spatio-temporelle des arbres africains à large échelle, à l'échelle régionale. Alors j'ai juste pour montrer que la prédiction spatio-temporelle des espèces ou de la richesse spécifique de la diversité, c'est un peu un des 5 grades de l'écologie. J'ai ressorti un papier un peu au hasard de 1931 où déjà il montrait que l'importance du climat pour la distribution des organismes, etc. Et donc que prédire la répartition, notamment dans ce cas-ci d'un insecte, était vraiment très important. Alors depuis, comme tout le monde le sait, si on tape Predicting Distribution Species, on a 1 200 000 résultats sur Google Scholar. Il y a un nombre énorme d'études avec des approches complètement différentes qui ont été réalisées, et la revue de toutes ces choses-là ne sont pas l'objet de cette présentation. Mais globalement, ce que je voulais dire, c'est que dans la grande majorité des cas, les facteurs qui vont déterminer la distribution des espèces ou de la diversité des écosystèmes, en grande majorité, en fait, les gens ont pris en compte l'environnement. On pourrait utiliser plein d'autres types de processus qui, en général, sont beaucoup moins connus que l'environnement. Et donc, en général, on considère l'environnement. Et comme moi, je m'intéresse à l'échelle régionale, en fait, il y a certains auteurs qui discutent, en tout cas qui remettent en cause l'effet vraiment de l'environnement sur la distribution des espèces ou sur la distribution de la diversité, et qui argumentent que à ces échelles-là, finalement, on serait plutôt dans des processus biogéographiques ou évolutifs, et donc que finalement l'environnement serait pas si prédicteur que ça à ces échelles-là. Alors je vais donner 2 exemples qui vont un petit peu, qui vont un petit peu dans ce sens-là. Un article qui a été publié sur la distribution des espèces d'oiseaux à l'échelle de l'Europe, et où ils ont en fait fait l'hypothèse que toutes les associations qu'on pouvait observer entre la distribution des oiseaux et la distribution de l'environnement, une partie de ces corrélations positives qu'on pouvait observer pouvait se faire à travers juste la structuration spatiale, la co-structure spatiale de l'environnement et de la distribution des espèces, sans qu'il y ait forcément des processus associés derrière. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des modèles nuls, spatialement explicites, où donc on a ici la distribution observée de l'oiseau, et ensuite ils ont fait des modèles nuls où ils ont respecté la structuration spatiale de la distribution des espèces, et ils ont répété ça une centaine de fois, et regardé dans quelle mesure, dans combien de cas la distribution observée était mieux reliée aux variables environnementales que sous un effet d'un modèle nul. Et ce qu'ils ont montré, c'est que dans 68% des cas, finalement, la distribution des espèces d'oiseaux était mieux observée avec des modèles nuls spatialement explicites qu'avec l'environnement qu'on avait vraiment observé. Donc une deuxième étude qui a montré ce type de choses, mais alors là, cette fois-ci, en termes de diversité alpha, ils ont utilisé plus de 500 parcelles à travers l'Afrique centrale, et ils ont regardé dans quelle mesure des modèles climatiques ou des modèles de télédétection permettaient de prédire en fait la diversité des forêts, la diversité alpha, donc la diversité locale des forêts africaines. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'un simple modèle de crigeage, donc une simple interpolation spatiale, donne des résultats qui sont tout aussi bons, voire meilleurs, que lorsqu'on passe par des modèles qui vont interpoler la distribution ou interpoler et extrapoler la diversité alpha en fonction de données climatiques ou de données environnementales. Donc du coup, ça remet un petit peu, ça remet un peu en cause le fait de... c'est pas parce qu'on observe des associations spatiales et des bonnes corrélations entre l'environnement et la distribution des espèces qu'on est vraiment sur des mécanismes, et que du coup on peut faire de la prédiction notamment si on fait des scénarios ensuite comme on le verra. Alors là je vous ai parlé d'oiseaux européens et de diversité alpha en forêt tropicale, mais alors quid des arbres tropicaux? Alors première chose qui vient en tête, c'est que les arbres tropicaux, on a très peu de données à large échelle. Tout le monde sait
une diversité énorme d'arbres tropicaux, notamment en Afrique centrale, et que du coup, on a très peu de données notamment aussi sur les processus qui génèrent la distribution de ces espèces, les processus qui sont derrière la distribution des espèces. Ce qui se passe aussi, là j'ai mis une petite carte hyper simplifiée. Alors ça peut paraître hyper simplifié, mais on en est presque là en fait finalement, en tout cas sur les forêts tropicales denses humides d'Afrique, c'est-à-dire qu'on a une grosse patate et qu'en fait on a un peu de mal à créer des grands types forestiers. Pourquoi? Parce que les principaux produits de télédétection, ils saturent en forêt dense. Et donc du coup, en fait, on a une espèce de grosse patate, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et en termes de cartographie d'habitat, on n'est pas très bon pour l'instant. Et puis, en fait, quand même, on a des informations de gens formidables qui, à l'époque, ont fait des campagnes de terrain énormes dans les années 1970 et qui ont fait des cartes de végétation des années 70. Et en gros, aujourd'hui, ça reste les cartes de référence en termes de végétation, sauf que c'est des cartes qui ne sont pas du tout standardisées à travers les pays, donc on n'a pas vraiment d'image générale de ce que sont les forêts tropicales africaines. Alors si on revient au schéma tout à l'heure où on peut utiliser plein de processus pour modéliser la distribution des espèces, ce qu'on voit c'est qu'en fait en forêt tropicale on pourrait avoir accès à pas mal de variables environnementales, type de sol, les modèles climatiques, etc. à l'échelle régionale. Par contre tout ce qui est processus plus, donc interaction interspécifique, mobilité, capacité de dispersion, histoire biogéographique, on a des informations mais c'est pas suffisant pour créer vraiment des modèles qui seraient mécanistes pour distribuer. Donc en fait, c'est un peu pour dire que en forêt tropicale, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. On est un petit peu obligé de passer par des modèles purement corrélatifs. À discuter si ça vous intéresse. Donc, quelles données on a utilisées pour essayer de voir, de tester, est-ce qu'on est capable de modéliser la distribution des espèces dans le temps et dans l'espace? On a utilisé des inventaires commerciaux, donc c'est une source de données qui est énorme, qui couvre 136 400 km², couvrant 4 pays, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon et la République du Congo. Alors juste à titre d'exemple, donc si vous voyez ce tout petit bout là, ici, voilà, bon, ça c'est une équipe de 15 à 20 personnes pendant 2 ans. Voilà, donc vous imaginez le boulot qu'il y a. Donc il y a 140 000 parcelles, on a 140 000 parcelles en tout, qui comprennent, on a sélectionné 5 300 000 arbres qui appartiennent à 123 genres, qu'on pense bien déterminés, parce que vous savez qu'il y a des problèmes de détermination sur le terrain, et notamment quand c'est réalisé par des sociétés forestières qui ne sont pas des botanistes hors pair. Mais ces 123 genres en fait représentent plus de 80% des individus à l'échelle de la région. Alors, ces données-là, comme on était intéressé par les grands gradients régionaux, on a en fait agrégé ces données, ces informations-là dans des grilles de 10 km², parce qu'on n'était pas vraiment intéressé par la variabilité locale, on avait fait ça dans d'autres travaux. Et donc on a 1364 grilles de 10 km qu'on a divisées en un jeu de calibration et un jeu de validation. Donc le jeu de calibration qui va permettre de mettre en place les modèles, justement les modèles basés sur l'environnement. Alors en termes de prédicteurs, globalement on a utilisé une nouvelle méthode. Si vous voulez on pourra en reparler, je vais vous expliquer un petit peu le principe général, qui a été développé à Montpellier, à l'université de Montpellier, et qui vise à utiliser des prédicteurs. Donc, des prédicteurs classiques auxquels on peut accéder à l'échelle régionale, les types de sol, l'altitude, la capacité de rétention en eau, des variables bioclimatiques, et donc là, juste, je vous ai mis une illustration, un indicateur de pression anthropique, parce que les forêts tropicales sont loin d'être un espace inhabité, et donc du coup, on a beaucoup de pression, et c'est très difficile aujourd'hui, on a très peu de scénarios, en fait, très peu d'informations sur les perturbations humaines. Donc on a essayé de développer un modèle qui permet de représenter, qu'on a calibré avec des données satellites, qui permet de représenter les pressions anthropiques sur la forêt à partir de proximité à la route et proximité dynamique de population. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, ceux qui construisent les modèles, ils font face à un problème qui est général, c'est le problème de covariance entre les prédicteurs. Et donc, notamment ici, dans les variables climatiques, on a beaucoup de variables climatiques qui sont redondantes. Et alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a beaucoup de gens qui font de la sélection de variables. Mais on peut aussi essayer de trouver des composantes communes dans ces variables climatiques, notamment, qui vont permettre d'utiliser des variables qui sont orthogonales, donc indépendantes entre elles. Donc, un cas classique, ça va être l'utilisation, par exemple, d'une ACP qui va identifier des grandes structures qu'il y a dans X. Alors, le problème, c'est que quand on identifie les grandes structures qu'il y a dans X, on n'est pas forcément identifié les structures qui sont prédictives dans Y. Et donc, du coup, la méthode
de SCGR, justement, elle va essayer de faire un compromis, elle va essayer de choisir les composantes qui sont les plus structurantes dans X, mais qui sont aussi les plus prédictrices dans Y, donc en l'occurrence, nous, la distribution de nos genres à l'échelle de l'Afrique. Donc du coup, on est vraiment, en fait, dans un compromis entre la structure dans X et la capacité de prédiction dans Y, et ce qui fait qu'on peut identifier éventuellement des composantes qui sont pas forcément les plus structurantes dans X, mais qui seront les plus prédictrices dans Y. Alors les résultats, donc là je vous ai mis en fait un exemple de prédiction à l'échelle de l'ensemble de la zone pour laquelle on a pu extrapoler parce qu'on est dans des conditions environnementales similaires. Donc là j'ai mis Musanga qui est une espèce très connue, le parasolier, c'est pour ceux qui connaissent, et qui du coup, alors on voit pas très bien, là, les contrastes sont pas bons, mais du coup on voit bien qu'en gros on prédit une plus grosse abondance le long des routes, c'est très cohérent parce qu'on est dans une espèce, c'est une espèce héliophile qui est très marqueur des perturbations. Donc grâce au jeu de validation de 300 mailles, on a pu regarder quelle était la validité de notre modèle. Et donc ici vous avez en fait un histogramme des corrélations pour nos 123 genres, des corrélations entre les abondances observées et les abondances prédites. Alors ce qu'on voit c'est que bon, il y a tout un paquet de genres pour lesquels on n'a pas vraiment été bon, mais globalement en moyenne on a un Pearson de 0,60 qui en fait était beaucoup mieux que ce qu'on pouvait s'attendre, parce qu'en forêt tropicale, en général, on est rarement bien prédicteur, et avec un cortège d'espèces, a priori, qui sont vraiment très bien prédites pour le coup. Alors maintenant, si on regarde, comme on a des prédictions à l'échelle de l'espèce, on peut assembler toutes ces espèces et reconstituer en fait des communautés à l'échelle du bassin du Congo, et donc regarder un petit peu quel grand type forestier on a. Donc là, avec une approche unifiée, contrairement aux cartes des années 1970 dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ici, on peut valider à l'échelle de la communauté les grands gradients à travers différents axes multivariés. Donc là, c'est une AFC. J'ai représenté les 4 premiers axes. Et vous voyez qu'on a des corrélations entre les scores observés et prédits qui sont très bons, notamment le premier, 0,91, où on représente vraiment le gradient pluviométrique qui a apparemment une très forte influence sur la distribution des espèces. Alors, comme on a la composition des communautés, du coup on peut s'intéresser, on peut reconstruire aussi des fonctions. Donc en utilisant par exemple un trait moyen. Donc là par exemple on a le trait moyen Saint-Pervirence. Donc Saint-Pervirence c'est la capacité des arbres à garder leurs feuilles dans la saison sèche tout au long de l'année, contrairement à la déciduité. Alors c'est une fonction qui est très importante pour le fonctionnement, notamment pour la production primaire en forêt tropicale, et c'est quelque chose c'est par exemple la seule variable qui est utilisée pour l'instant dans les modèles dynamiques globaux de végétation. Alors ce qu'on voit, juste pour vous dire rapidement, là on voit une tache là, de Saint-Pervirence qui est liée en fait à des sols pauvres. Plus les sols sont pauvres, plus il y a une Saint-Pervirence, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Et puis on a quand même un gradient général qui indique une augmentation de la Saint-Pervirence avec des conditions pluviométriques plus fortes. Donc là pareil, en fait, dans les corrélations entre les fonctions observées et les fonctions prédites, on a des corrélations qui sont plutôt bonnes en général, donc on a a priori bien cartographié les fonctions à l'échelle des bassins du Congo. Très rapidement, ces deux fonctions-là, on les a utilisées parce que le diamètre maximum potentiel et la densité de bois, c'est extrêmement important pour la capacité de la forêt à stocker du carbone, par exemple. Alors maintenant, voilà, donc on était content, on avait une cartographie à l'instant T de nos espèces, distribution de genre, distribution de communauté, et puis de fonctions. La question maintenant, c'est est-ce que du coup on peut utiliser des scénarios, utiliser ces corrélations-là pour essayer de projeter un petit peu ce qui va se passer plus tard. Et puis là, évidemment, du coup, on revient un petit peu avec le problème que j'avais soulevé tout à l'heure, c'est est-ce que finalement les bonnes corrélations, est-ce que finalement tout ce qu'on a fait avant, c'était pas juste une interpolation spatiale à travers la structuration spatiale des variables environnementales. Alors pour tester ça, on a construit en fait des variables environnementales qui avaient les mêmes propriétés spatiales, donc en fait des modèles nuls spatialement explicites à partir des composants qui nous permettaient de prédire les composants de notre modèle. Donc on a utilisé des variogrammes et des covariogrammes pour respecter la covariation qu'il y a entre les différentes composantes. Et donc on a fité ces variogrammes et donc on a pu reconstruire 100 paysages qui avaient les mêmes propriétés spatiales que le paysage original. Et donc on a reconstruit le modèle pour voir dans quelle mesure on avait des résultats qui étaient aussi bons ou moins bons qu'avant. Alors le résultat, c'est que finalement, on a uniquement 24% des genres qui sont mieux prédits avec les variables observées que les variables simulées.
Donc la grande majorité, en fait, finalement, sont prédites avec les variables observées. Et on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, qui est qu'en fait, on a modélisé la répartition de ces espèces qu'à travers la structuration spatiale des variables environnementales, et ce qui pose vraiment des questions sur notre capacité à prédire, à projeter en fait ces communautés, la distribution de ces espèces dans le temps, sous des scénarios futurs. Donc pour conclure, en fait, j'espère que vous êtes d'accord que à un temps T, en fait, on a relativement des bonnes capacités de prédiction. Donc on a réussi à faire une carte de la distribution des communautés qui semble être bonne, très bonne même. On a construit, on a vérifié qu'avec des modèles nuls spatialisés, on était aussi prédictif. Donc du coup, comme je disais, est-ce que vraiment on est capable de prédire dans le futur, en tout cas en forêt tropicale, avec des approches corrélatives comme ça, ce qui du coup serait quand même irait dans le sens que les processus biogéographiques en fait sont tellement importants qu'ils brouillent les corrélations éventuellement avec l'environnement. Mais je mettrai un bémol quand même sur notre approche, c'est que au final, à force de reconstruire des variables qui ont les mêmes propriétés spatiales, on n'a pas 36 000 combinaisons possibles. Et donc du coup, en fait, on est dans des modèles qui sont super robustes, c'est-à-dire que du coup, peut-être qu'on rejette l'hypothèse d'association avec l'habitat plus facilement que si ce n'était pas le cas. Alors, il n'y a pas vraiment, c'est difficile de trouver une solution à ça, surtout qu'on est sur des gradients qui sont régionaux, qui sont en fait très réguliers, donc du coup, on ne peut pas reconstruire 36 000 variables qui ont les mêmes propriétés. Ce ne serait pas le cas à une échelle plus locale où on aurait en fait des paquets, des patchs environnementaux différents, où là on aurait plein de combinaisons possibles et ce serait beaucoup plus facile. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire, je voulais le faire pour cette présentation, mais en fait je m'attends à ce que la prédiction des communautés et notamment des fonctions soit bien plus stable, soit mieux prédite avec les variables environnementales observées, puisque ici en fait on moyenne les effets biogéographiques et que du coup on s'intéresse a priori, notamment au point de vue des fonctions, on est vraiment sur les processus qui seraient associés aux variables environnementales, etc. Donc du coup, je m'attends à ce que ces prédictions-là, communauté-fonction, soient plus robustes que la prédiction des genres où l'histoire biogéographique est plus importante. Voilà, donc je tiens à remercier. Donc, ce travail a été dans un projet Cofortype, le projet Cofortype. Donc moi, actuellement, je suis à l'Institut français de Pondichéry et ce travail a été fait à la MAP et au CIRAD. Je tiens à remercier particulièrement les concessions forestières qui ont joué le jeu, qui ont été d'accord de prêter ces données-là, sachant que c'est des données hautement sensibles, parce que c'est des données industrielles. Le bureau d'études FRM qui a aidé à l'implémentation de ces inventaires sur le terrain. Donc le projet Biodiversa Cofortype et enfin la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Merci.